Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une figure vraiment complexe, celle de Raspoutine. Grâce à des extraits du livre de René Fulop-Müller, Raspoutine, la fin des tsars. On va essayer d'aller au-delà des images un peu caricaturales, vous savez, le moine fou, le saint. L'idée, c'est de sonder l'énigme de cet homme, si controversé au cœur de la chute de l'Empire russe, en s'appuyant vraiment sur les documents, les témoignages qu'il présente. Exactement. Et le livre de Fulop-Miller, justement, il cherche à éviter ces portraits trop simples. Il utilise des sources souvent un peu oubliées pour dépeindre une personnalité pleine de contradictions, stupéfiante en fait, bien plus fascinante que la légende qu'elle soit noire ou dorée. Il s'agit de comprendre l'homme, quoi. Alors, qu'est-ce qui ressort tout de suite de cette analyse, de ces textes D'abord un charisme assez inexplicable, puissant. Les sources parlent de son regard. Un regard très étrange, difficile à soutenir, qui semblait avoir une influence quasi hypnotique Ah oui, sur tout le monde. oui, femmes de toute classe, mais aussi des hommes, des ministres, même l'ambassadeur de France, qui était plutôt hostile au départ, tombait sous son charme, d'une certaine manière. C'est fascinant. Parce que même ses ennemis, je pense au prince Yusupov, celui qui a planifié son assassinat, il a dû lutter contre cette emprise, non? Absolument. Et Yusupov le décrit au début comme antipathique, grossier, un satyre lubrique, c'est le mot qu'il emploie, mais il ressent ensuite cette force, ces rayons ardents, dit-il, qui émanent de ses yeux. C'est très fort. Et Fulop-Miller, il suggère une explication à ça, ce pouvoir de fascination. Il ne donne pas une seule clé. Euh, Magnétisme personnel, force de suggestion, peut-être que les gens projetaient leurs propres désirs, leurs peurs sur lui, mais il souligne que cette capacité à fasciner, c'est vraiment la base de son influence. Surtout, bien sûr, auprès de la famille impériale. Oui, on y arrive. La maladie du Tsarevitch Alexis. L'hémophilie. Exactement. Une maladie incurable qui plongeait la tsarine Alexandra dans un désespoir profond. Les médecins, ils étaient impuissants. Et c'est là que Raspoutine devient crucial. Le texte raconte cet épisode incroyable à Bioloviège. Alexis est très mal après une chute. Oui, au plus mal, vraiment. Les médecins baissent les bras. Et là, un simple télégramme de Raspoutine arrive. Il dit, en gros, « Ne vous inquiétez pas, Dieu a entendu, il va guérir. » Et l'enfant guérit. On ne sait pas, mais pour la tsarine, c'était clair. La preuve était faite, Raspoutine était un envoyé de Dieu, notre ami. Notre ami, voilà. Et cette conviction, ça lui donne un pouvoir énorme, y compris politique. Il intervient dans les nominations de ministres, parfois de façon assez désinvolte. Ah oui, l'histoire de Rvostov. C'est ça, nommé ministre de l'Intérieur parce que Raspoutine l'avait entendu bien chanter avec des tziganes à la Villa Rodé. C'est ahurissant. Et il traitait certains ministres avec un mépris incroyable. Ça crée une instabilité folle. Le saut de grenouille ministériel, c'est ça? L'expression, oui. Ça minait complètement le régime. Mais alors comment on concilie ça, cet homme de Dieu, ce sauveur du Tsarevitch, avec l'autre image, beaucoup moins reluisante, que Fulop-Miller rapporte aussi? C'est tout le paradoxe. Le cœur du problème. Les rapports de police que Fulop-Miller cite beaucoup, ils décrivent une toute autre facette. Des beuveries, des soirées scandaleuses, des relations multiples avec des femmes, y compris des prostituées. Incroyable. Il pouvait passer de prières très intenses, très ferventes, à des orgies quasiment. Il se vantait de son influence sur papa et maman, le tsar et la tsarine. Mais comment c'est possible? Comment il expliquait ça, lui? Ou ses partisans? Alors, Fulop-Miller explore plusieurs pistes. Certains de ses adeptes, et peut-être lui-même, il justifiait ça par une doctrine un peu étrange présente dans certaines sectes russes, la sanctification par le péché. La sanctification par le péché, c'est-à-dire? L'idée, en gros, c'est qu'il faut connaître la tentation, aller au fond du péché, pour pouvoir vraiment le vaincre. Expérimenter pour dépasser. D'ailleurs, ses ennemis l'accusaient d'être membre des Clistis, une secte connue pour ce genre de pratique un peu extrême. Difficile à croire quand même, hein. Un homme qui console le tsarevitch, qui parle de Dieu avec ferveur, et juste après, il se comporte selon les rapports de façon honteuse. C'est cette dualité justement qui a nourri à la fois la haine et la fascination. Il acceptait l'argent des riches, des solliciteurs, parfois avec une certaine arrogance, mais il aidait aussi les pauvres. Il était touché par leurs petits cadeaux, leurs modestes présents. C'est
Une complexité qui défie toute catégorie simple, quoi. Donc au final, ce que nous montrent ces extraits, c'est qu'on reste face à une énigme. Ni saint charlatan, ni saint homme comme on l'imagine parfois, mais un personnage pétri de contradictions, capable du meilleur comme du pire. Absolument. Et l'apport de Philip Miller, c'est vraiment de dire, pour essayer de comprendre Rasputin, il faut accepter cette complexité. Il faut regarder le pour et le contre, mais beaucoup plus finement. Il n'était ni ange, ni démon, mais un homme. Complexe, voilà. Produit d'une époque, d'une société russe très particulière, juste avant le grand cataclysme. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être. Au-delà de ses propres actions, de sa propre personnalité, est-ce que la figure de Rasputin, telle qu'elle apparaît ici, n'était pas aussi d'une certaine manière le miroir des failles profondes de cette société, des désespoirs, des superstitions, de l'autocratie à l'agonie? C'est une excellente question. Le symptôme autant que la cause, peut-être. Voilà, une question à méditer.